for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Coup de projecteur ce matin sur Chantepie, une commune de la première couronne de Rennes Métropole. Chantepie compte aujourd'hui 10 278 habitants. 3 invités ont accepté de nous raconter ce territoire à travers leur regard. Vincent Hubert, bonjour. Bonjour. Alors vous avez toujours vécu à Chantepie. Cette ville, vous l'avez vue évoluer, se transformer. Vous nous apporterez votre éclairage et nous parlerons aussi de votre métier de maquettiste et concepteur. Vincent Labatterie, bonjour. Bonjour. Vous avez élu domicile à Chantepie en 2019. Vous nous raconterez vos premiers pas sur la commune et nous reviendrons sur l'association que vous avez cofondée, le Petit Réflexe Cantepien, qui se mobilise pour collecter des déchets. Vous nous raconterez. Enfin, nous évoquerons l'agenda culturel de la commune. Prochain grand rendez-vous avec le festival Le Grand Soufflet. Vous nous direz tout, Léa Bredotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service culture et de la vie associative. Bienvenue à tous les trois, nous sommes ravis de vous accueillir. Alors Chantepie, c'est une commune qui jouxte Rennes. On est à environ 5 km, c'est ça, à peu près Je pense que peu de Rennais seraient capables de décrire cette commune, peut-être les zones commerciales, comme moi par exemple. Si vous deviez nous décrire cet environnement, Vincent Labatterie, il se définit comment selon vous? Nous, on est arrivé en 2019 sur la commune et le premier sentiment qu'on a eu, c'était la ville à la campagne. Ouais. Donc on a beaucoup de verdure, on peut cheminer à pied, en vélo, sans croiser une voiture, tout faire en centre-ville, et on a le dynamisme d'une ville avec tous les commerces de proximité, boucherie, boulangerie, les magasins, Rennes 15 minutes en bus, donc voilà. Vincent Hubert, c'est urbain et vert si on devait définir Chantepie aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a effectivement des connexions qui sont intéressantes avec le bois de Sèvres en direction de Verne, qui offre tout de suite aux Cantepiens la possibilité de se mettre au vert sans traverser une route à grande circulation en fait. Et comment est-ce qu'on pose le centre-ville? C'est plusieurs rues, c'est... Alors historiquement, le bourg de Chantepie, c'est un bourg-rue. Ouais. C'est-à-dire que jusque dans les années 60, Chantepie avait un caractère très rural. Ouais. Donc vous aviez vraiment cet axe principal avec beaucoup de bistrots et puis quelques maisons autour, mais l'activité essentielle de la commune, c'était dans les fermes, sur le territoire de Chantepie, quoi. Donc l'avenue aujourd'hui, elle s'appelle comment? L'avenue André Bonin. André Bonin. Elle est sympa cette avenue? C'est un peu le centre stratégique de la commune. Oui, on y trouve tout. On peut faire ses courses facilement. Il y a la vie, les bars, les commerces. C'est animé, hein. C'est l'artère principale de Chantepie. Et parmi les équipements culturels, Léa Bredotti, qu'est-ce qu'on trouve à Chantepie même aujourd'hui? Alors, donc effectivement, il y a un équipement culturel qui existe, qui est partagé. Donc, c'est vraiment une salle polyvalente qui permet d'accueillir des programmes de la saison culturelle proposés par la mairie et qui permet aussi d'accueillir les associations dans leur pratique quotidienne. Donc, ça veut dire que c'est une salle qui se transforme? Exactement. Elle se transforme comment? Alors, il y a tout un système super ingénieux de gradins escamotables qui demande un petit peu d'installation avec du coup la présence aussi d'un régisseur qui intervient pour vraiment draper la salle avec des grands rideaux noirs, un système de lumière. Et voilà, une fois que tout est installé, on a vraiment l'impression d'être dans une salle de spectacle permanente, quoi. On peut faire des concerts, du théâtre. Et le fait d'être si proche de Rennes, on le disait, on est environ à 5 km, comment vous percevez ça? Est-ce que vous avez l'impression d'être rennais, cantepien rennais? Vincent Hubert? Moi, je me perçois d'abord comme cantepien et ensuite rennais. Mais c'est vrai que la dimension rennaise est importante parce qu'à un moment donné, quand on est scolarisé à Chantepie, on se retrouve à finir sa scolarité à Rennes. Ouais, obligatoirement. Voilà. Et donc, il y a des circuits. En général, les enfants qui faisaient Saint-Joseph, Saint-Charles à Chantepie finissaient au Vieux-Cours. Et ceux qui étaient plutôt sur les écoles publiques, c'était le Landry et la poterie. Donc, c'était les circuits habituels.
C'est un atout d'être si proche de Rennes pour vous, Vincent Lapatrie? Alors, moi, oui, pour mon métier, puisque je dois circuler sur toute la Bretagne et je vais aussi jusque Cherbourg, donc l'accès il est très rapide le matin. Et puis, la mer est à 1 heure. Rennes, on y va facilement en bus. Et puis, il y a toute l'attractivité de la ville, la dynamique. Donc voilà, on peut être à la fois campien et se sentir effectivement bercé dans Rennes, en fait. Qu'est-ce qui vous oblige à aller à Rennes, en général? Alors, les relations avec les administrations, Oui, évidemment. certainement. Et puis, le loisir et le divertissement, oui. C'est vrai que moi, je vais beaucoup au Champ-Livre ou le petit tour en ville le samedi. C'est vrai que les Cantepiens, ils vont à Rennes. On l'a fait samedi dernier. C'est ça. La petite balade, on profite. Voilà. Et est-ce qu'il y a des inconvénients d'être si proche de Rennes? Non, pour ma Non. part, je ne vois Ok. pas d'inconvénient particulier. Pas d'inconvénients non plus? Des petites pointes de trafic, faut aller C'est ce un quart d'heure c'est le ce que je matin, pensais. mais non, franchement, ça se fait bien. Il y a plein d'accès. On peut arriver par Verne, par Château-Giron, par Cesson. Donc au final, on arrive facilement à retourner chez nous. Oui, puis on peut dire aussi que Champy est quand même très bien desservi par les bus. Bah, Oui, oui. effectivement. Aussi bien en amplitude horaire qu'en rotation. Mm. Je crois qu'on doit avoir un bus toutes les 10 minutes à Champy en journée. Quoi. Donc Alors, ça fait combien de temps finalement que Champy a été intégré à la métropole rennaise, Léa Bredotti? Alors, combien de temps exactement ça, je ne le sais pas tout à fait. Ça veut dire quoi finalement d'être intégré à la métropole rennaise? En tout cas, pour ma part, du coup, sur la partie culture, c'est aussi pouvoir profiter d'un réseau. Donc, je sais que voilà, je découvre le poste. Je suis arrivée au 1er juillet, mais je sais qu'il y a des réseaux qui se font justement avec les programmateurs aussi des autres salles de la métropole. Donc, Parce qu'aujourd'hui, la métropole rennaise, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, c'est 43 communes d'Ille-et-Vilaine qui se rassemblent. Oui, effectivement, avec un territoire assez étendu en plus. Mais du coup, effectivement, il y a un travail en réseau qui peut être fait et un travail de coopération entre les programmateurs des salles et du coup, à l'échelle peut-être un petit peu plus réduite, autour de Champy, il y a vraiment aussi une volonté de travailler avec les communes à proximité, environnantes, notamment à travers la programmation d'un festival intercommunal, donc qui rassemble 6 communes autour de Champy, autour des Arts de la Rue. Donc c'est un festival qui a démarré en 2018, si je ne me trompe pas, et qui a lieu du coup sur le week-end de la Pentecôte tous les ans. Donc là, voilà, l'édition est en train de se préparer et elle aura lieu, voilà. Et je crois que c'est un festival qui est assez attendu de la part de. Vous connaissiez nos deux Vincent du jour? Non. Week-end à la rue. Ouais. Non, Alors, non. moi non, parce que comme je suis arrivé en 2019, après on a eu les confinements, donc à part le grand soufflet qu'on a fait en 2019, non, mais on fera avec plaisir, on s'y rendra. Alors on va parler du passé, fut une époque pas si lointaine. Champy était une commune rurale. Vous nous avez apporté dans votre album personnel quelques vues aériennes. On y voit la ferme dans laquelle vous avez toujours habité. Et finalement, vos parents étaient à l'image de cette commune rurale, Vincent Hubert. Complètement. Racontez-nous un petit peu votre enfance. Eh bien, en fait, sur l'image que vous voyez, on voit qu'il y a des lotissements qui sont en cours de construction. Donc ça, c'était vraiment l'expansion de Champy. Aujourd'hui, si vous regardez cette image, l'ensemble des terrains qui sont autour de cette ferme sont lotis. Ouais, vous avez un tissu urbain tout autour. Ouais. Donc Mais vous avez vraiment grandi, vous êtes né dans les champs, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, évidemment, il n'y avait pas le bus en face, il n'y avait pas les éclairages publics, il n'y avait pas le tout à l'égout. Donc, on était dans un rythme de vie rural. On était à proximité de la ville, mais on était quand même dans une forme de ruralité. Et quelle était la profession de vos parents? Agriculteurs. Agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils y cultivaient? Alors, on le voit sur l'image. En fait, c'était une ferme classique du bassin rennais, 40 hectares, 40 vaches, on produisait du lait, et puis quelques céréales pour nourrir le cheptel, et voilà, quoi. Et c'était qui vos voisins alors à cette époque? Eh bien, on n'avait pas vraiment de voisins immédiatement. On avait un puisatier qui était très connu, qui s'appelait Bonami, qui était légèrement sur la gauche de l'image. D'accord. Et puis c'est tout. Et c'était quoi votre cadre en dehors de la ferme quand vous étiez petit? Vous sortiez de la ferme et puis vous jouiez dans les champs?
Moi, je ne sortais pas beaucoup de la ferme, en Ouais, fait. c'était tellement grand, parce que c'est 4000 hectares, hein, c'est ça? Oui, alors, oui, non, c'est plus que ça, en fait, puisque c'était 40 hectares. D'accord, Donc, ça fait, c'est 10 000 mètres carrés. d'accord. Donc, ça fait 400 000 mètres carrés, en fait. Ah oui, Mais votre terrain de jeu, c'était la ferme. oui, voilà, Ouais. c'est ça. Le terrain de jeu, c'était la ferme. Alors, évidemment, les copains, le mercredi, aimaient bien venir à la Touchanette, J'imagine. construire des cabanes et puis jouer dans la paille. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est fils d'agriculteur. Alors plus tard, en grandissant, la question ne s'est pas posée pour vous de suivre les traces de votre père. En revanche, vous n'avez jamais eu envie de quitter cette ferme. Vous avez toujours plus ou moins vécu à Chantepie. Oui, je me suis toujours senti très ancré dans ce lieu. C'est aussi lié à ma personnalité, c'est-à-dire j'ai besoin d'ancrage. Et à cet endroit-là, mon père avait exploité cette ferme toute sa vie, son père aussi, et le père de son père. Donc je suis la 4e génération de Hubert à la Touchanette à Chantepie. Et donc ça a été un peu un combat aussi d'ailleurs quand il s'agit d'avoir une nouvelle adresse. Ouais. Nous on s'était identifiés comme étant Hubert la Touchanette à Chantepie. Et donc quand on nous a dit non, ça va être avenue André Bonin, moi je me suis un peu raidi. En fait je suis resté la Touchanette à Chantepie. D'accord. Donc c'est un peu la particularité. Et la Touchanette aujourd'hui, c'est aussi un arrêt de bus? C'est celui que Oui. vous connaissez? Oui, en fait, quand je vois la photo, ça met une petite claque parce que maintenant, il y a des maisons, Ouais. des immeubles dans lesquels nous, on habite. Et en fait, le réseau de bus passe juste à côté. Et voilà, donc on en discutait ce matin. J'ai toujours vu l'entrée de la maison, le portail. Mais, Ah, dans les loges, oui, de il y a Maquillage. toujours le secret de savoir ce qu'il y a derrière. Ah, vous ne saviez pas que c'était un corps de ferme qui cachait, Non, pas du qui tout. se cachait derrière cette porte? Ouais. Alors, dans les sujets consacrés à Chantepie, à la télévision régionale dans les années 80, nous avions suivi justement la construction d'un nouveau quartier, les Deux Ruisseaux, qui devait permettre de doubler la population locale. On regarde, c'était en 1982. 800 habitants au début du siècle, 1300 dans les années 60, 3800 aujourd'hui, Chantepie fait partie de ces communes champignons qui encerclent la ville de Rennes. Le bourg est condamné à s'agrandir. Depuis quelques mois, c'est un nouveau quartier baptisé les Deux Ruisseaux qui sort de terre à coups de terrassement et de construction. 800 logements sont prévus sur 50 hectares. HLM, petits immeubles, maisons individuelles ou accolées, le tout en location ou en accession à la propriété. Une cité qui accueillera 2500 personnes. Travaille sur Chantepie une population qui ne peut pas s'y loger ou qui ne pouvait pas s'y loger parce qu'il n'y avait pas un habitat suffisamment diversifié. Donc nous devions répondre à des besoins, mais nous avons voulu mettre de l'ordre dans cette réponse. Et c'est pourquoi nous avons essayé de favoriser un habitat aussi diversifié que possible pour accueillir, je dirais, une population aussi diversifiée que possible et non pas des populations très typées comme celles qu'on observe dans les lotissements des communes périurbaines classiques. Et on pourra y vivre dans ce quartier. Alors ça, c'était un second objectif, ne pas seulement construire des logements, et c'est pourquoi notre opération n'est pas un lotissement, mais favoriser en même temps que l'implantation des logements, la création d'activités, de commerces, de bureaux, et aussi d'équipements publics qui sont indispensables à la vie des personnes qui habiteront ce nouveau quartier, car ce que nous voulons, c'est ne pas avoir des migrants quotidiens qui vont à Rennes pour aller travailler et qui viennent à Chantepie pour y dormir. Le projet a pris du temps. Le principe de la cité a été décidé en 1975. Ensuite, il a fallu résoudre les obstacles techniques, puis rectifier les esquisses. 7 ans de réflexion et de réunions avec des dizaines d'hommes. La municipalité avait des objectifs précis. C'est pourquoi elle a adopté une charte de recommandations destinée aux aménageurs. Les constructeurs ont été invités à harmoniser leurs projets. C'est ainsi qu'on a vu de futurs voisins se rencontrer avant de bâtir leur maison. Nous, on a eu la possibilité de choisir le terrain après nos voisins qui, un peu, avaient fait leur choix sur leur maison, quoi. Bon, ils nous ont présenté, on a trouvé ça assez satisfaisant et puis on a essayé d'adapter notre style extérieur sur le leur. 200 permis de construire ont déjà été délivrés. Les premiers habitants emménagent. 4 à 5 ans de travaux seront encore nécessaires pour achever le programme. Les élus avouent qu'ils ne sont pas encore au bout de leur peine. Voilà pour ce sujet de 1982. Ce sont des années dont vous vous souvenez,
Vincent Hubert, un peu? Oui, alors en 1982, j'étais quand même un peu plus jeune, Ouais. donc ma lecture des événements était un peu différente. Mais Est-ce oui, je qu'on m'en en souviens parlait bien. justement dans votre famille de cette ville qui était en train de bouger, de ces constructions qui arrivaient petit à petit? Ah oui, 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 c'était un sujet, parce qu'effectivement, comme les villes se construisent à la campagne, ils avaient besoin de foncier pour Ouais. construire, et donc du coup, qui avait des terres à Champy? Les agriculteurs, et donc du coup, c'est à eux qu'on prenait les terrains. On a déjà Donc, toqué à la porte de votre papa en disant vous voulez pas vendre une partie de votre terrain? Ça ne se présentait pas exactement de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on ne leur demandait pas vraiment s'ils avaient envie de le vendre. En fait, Ouais. il fallait passer à la moulinette de l'urbanisme. Donc, il fallait juste trouver un accord. Donc, ça a commencé dans les années 70-74 avec la construction du pôle de centre régional de gériatrie, qui est juste en face, qui a été fait déjà sur des terrains de la Touchanette. Et ensuite, ça n'a cessé de continuer jusqu'à grignoter l'intégralité des terres agricoles de la Touchanette, pas de Champy. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez beaucoup appréhendé dans la famille? On a peur quand on voit sa ville s'urbaniser? Oui, parce que je pense qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, et donc ça fait un changement important, mais après les choses s'étalent dans le temps. Donc, et puis dans l'absolu, rien n'est jamais figé, donc tout bouge tout le temps. Donc voilà, on s'adapte. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous intéresser à l'histoire de la commune, soit en y travaillant, soit en vous y installant? Pour ma Vincent part, Lapatrie, pas tellement? non, vraiment un petit peu avec les bâtiments historiques, mais, Ouais. mais du coup, voilà, c'est hyper intéressant. Et en voyant les photos, ça m'a fait un peu Oui, on bizarre. reconnaît certains endroits de la ville, notamment la salle Oui. polyvalente qui s'est énormément agrandie, les Oui, abris de qui s'est Tignes. qui s'est agrandi, effectivement. Et au final, vous avez senti combien de vagues d'expansion, Vincent Hubert, sur ces 30 dernières années à Champy? Moi, j'en ai réellement senti 3, parce qu'il y a eu vraiment, dans ma petite enfance, la montée en puissance de Champy, vraiment de son statut de bourg rural à... on avait commencé à avoir des lotissements. Et ensuite, il y a eu une deuxième vague dont on vient de voir Dans les années 80. avec André Bonin. Et puis une troisième vague dans les années 2000 avec vraiment tout le... En fait, quand on regardait Champy à un moment donné, dans les années 90, on voyait clairement que ça faisait comme un camembert, il manquait une part. Cette part, c'était le secteur Touchanette. D'accord. Et donc aujourd'hui, voilà, la part Touchanette a été urbanisée. Et voilà, je crois que ce n'est pas encore terminé, parce qu'il y a encore des tranches Qui continuent à être qui construites. continuent, Alors, il y a des nouveaux arrivants comme vous, Vincent Lapatrie. Alors, vous n'avez pas eu à construire votre maison, comme on l'a vu dans le reportage. Non, j'ai de chance, heureusement. Qu'est-ce qui a motivé, au fond, votre choix de vous installer à Champy? En fait, avec mon épouse, on habitait en Touraine et j'ai eu la possibilité de changer de travail. Donc, il fallait que je couvre toute la Bretagne et aussi la Manche. Donc, il fallait que je sois autour de Rennes. Et dans ce qu'on a pu visiter en logement, là, on a vraiment flashé, c'était à Champy. Et en fait, on s'est fait très vite à la ville. En fait, on a été adopté par la ville. Pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, ouais. voilà, le côté balade, rural et dynamique aussi près de Rennes. Et vous croisez régulièrement des néo-cantepiens comme vous? Oui, Quand alors, même. de par notre association aussi, et puis comme on est jeunes parents, forcément, voilà, on a d'autres aussi jeunes parents qui viennent de régions parisiennes, qui étaient ailleurs en Bretagne, donc on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui vient s'installer et qui ne sont pas cantepiens pure souche. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive quand même de fréquenter des néo-cantepiens, Vincent Hubert? Pas tellement? on en a côtoyé quelques-uns, effectivement, quand nos enfants étaient scolarisés à Champy, parce qu'effectivement, à l'entrée de l'école, on croise des gens, sans pour autant forcément parler de cette particularité, quoi. Alors, dans l'agenda des Cantepiens, dans les jours à venir, il y a le festival Le Grand Soufflet qui s'invite dans la commune. Peut-être, Léa Bredotti, Le Grand Soufflet, en quelques mots, c'est quoi? Le Grand Soufflet, c'est un festival qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Là, c'est la 27e édition. Donc, c'est un festival qui s'étend maintenant, qui rayonne à l'échelle départementale et donc qui propose aussi aux communes, notamment, de pouvoir co-organiser en fait cette vraiment partie prenante de cet événement. Donc, sur Champy, le festival existe depuis. Champy organise aussi le festival
depuis une dizaine d'années. Donc ça a commencé avec l'organisation d'un concert D'accord. et pour atteindre aujourd'hui, et pour la première année, 4 rendez-vous autour du festival. Et donc l'idée aussi, pour chaque commune, c'est vraiment de faire festival. Sur la ville. Quoi. Et un festival qui traite de la musique du monde. Plusieurs groupes, vous le disiez, sont attendus dans la commune, comme le groupe Brasa Kuja. On regarde un extrait et on revient tout de suite après. Tinha uma vendinha no meio da rua, onde o mangaeiro ia se animar, tomar uma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vendinha no meio da rua, onde o mangaeiro ia se animar, tomar uma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Joá. Assez entraînante quand même, Léa Predotti. Oui. Quelle est l'histoire de ce groupe? Alors, Brasa Kuja, donc c'est un groupe du coup porté par 3 artistes qui va vraiment nous faire voyager entre le Brésil, les Balkans, avec vraiment des compositions ou des reprises assez hétéroclites, mais vraiment très entraînant. Je pense que ça va être un très bon moment à vivre du coup, donc le samedi 15 octobre. D'accord. Du coup, à la salle polyvalente. Et quels sont les autres groupes attendus? Vous disiez qu'il y avait 3 dates en plus. Oui, voilà, exactement. Donc la première aura lieu ce vendredi, 7 octobre, en partenariat avec La Pimuette, donc qui est un bar-restaurant du coup situé sur l'avenue principale de Champy. Donc là, on accueillera une proposition de Lolita Del Montey, donc un concert assez intimiste Lolita Del Montey qui va manier les textes et son accordéon dans une ambiance assez intimiste. Donc c'est un concert gratuit qui aura lieu à partir de 19h30. Le samedi matin, du coup là on aura une proposition à destination des familles. Donc c'est une proposition qui est portée par la médiathèque, la diffusion d'un court-métrage qui s'appelle Le vent dans les roseaux et qui sera suivi d'un solo d'accordéon de Laura Aubry qui fait partie du groupe Brasa Kuja. D'accord. Et on terminera le week-end suivant, le 14 et le 15, avec 2 gros concerts organisés donc, à la salle polyvalente des Deux Ruisseaux. Le premier, ce sera un concert de cocagne. Donc c'est un duo féminin qui met en avant la tradition occitane. Donc elles vont chanter en occitan. Ça va être vraiment un moment où on va vibrer au son des polyphonies de ce duo. Joli programme en perspective en tout cas. Et comment on se prépare chaque année à accueillir un tel événement parce que cette salle polyvalente, elle va du coup beaucoup se transformer, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc effectivement, elle va avoir l'occasion d'accueillir 3 formes différentes, une projection et 2 concerts. Donc ça demande une certaine organisation technique pour installer les gradins, une intervention de la part du régisseur. Et puis après, avant ça, il y a aussi toute la phase de programmation. Donc c'est là que le lien avec l'association du Grand Soufflet est vraiment intéressant puisque eux, ils proposent aussi vraiment un défrichage auparavant. Et c'est eux qui choisissent de répartir les concerts entre les communes ou c'est les communes qui demandent nous, ça nous intéresserait d'avoir tel groupe? Oui, c'est ça. Donc en fait, l'association du Grand Soufflet met vraiment à disposition, présente en tout cas tout un programme et après chaque commune peut faire une petite sélection. Voilà. Vous savez ce que vous allez faire donc d'ici les prochains jours à Champy? C'est ça, il y a pas mal de choses, donc c'est super. Alors parmi vos casquettes aussi, Léa Predotti, vous êtes également chargée de la vie associative. Elle se porte comment cette vie associative à Champy? Écoutez, en arrivant, j'ai découvert vraiment une vie associative très, très dense. On est surpris du nombre d'associations? Alors, donc il y a plus de 80 associations à Champy, 6000 adhérents environ aux associations. Pour moi, en arrivant, c'était une bonne découverte, une bonne surprise, avec un temps fort, au tout début septembre, le Forum des associations, qui a quand même réuni plus de 70 associations
le jour J. Donc, qui représentait vraiment très bien la richesse associative de la ville. Alors, parmi les nouvelles associations de la commune, on a choisi de vous faire découvrir le petit réflexe cantepien. Tout a commencé avec vous, Vincent Lapatrie. Tout est parti en fait d'une balade pendant le confinement et en famille. Si je résume oui, un peu vite. Alors, en fait, avec mon épouse, on aime beaucoup faire des randonnées à la mer, à la montagne. On a vraiment conscience qu'on a un trésor qui est la planète. Et quand on se balade, souvent on voit des déchets. Et premier confinement, on a tous fait beaucoup de balades parce qu'on avait besoin de sortir un peu de la maison. Donc pendant notre petite heure de balade et 1 kilomètre autour de la maison, première balade, on voit des masques, des mégots, des sachets plastiques. Et en fait, un jour, on s'est dit, demain, on prend des sacs poubelles et pendant la balade, on ramasse ce qu'on trouve. Et on a rempli 2 sacs de 50 litres à 2. Donc à la fois, on s'est dit, on a fait un bon geste, et en même temps, on s'est dit, mais en fait, c'est pas compliqué d'avoir le bon réflexe. En fait, c'est quoi? C'est 1, je jette pas mes déchets par terre, et 2, si j'ai la possibilité, quand je me balade et que j'en vois, je les ramasse. Ça me prend quelques secondes et ça évite une pollution pendant des années. Et justement, assez vite, vous avez eu le réflexe, vous, d'ouvrir ces balades à d'autres cantepiens à partir d'une page Facebook. C'est ça. On a commencé l'année dernière sur Facebook. On a communiqué par le moyen des petits flyers dans les commerces, bouche à oreille. Et on a organisé une dizaine de balades. Donc il y en a eu avec des cantepiens sur les week-ends. Les gens sont spontanément inscrits oui, en fait, à ces balades avec le bouche à oreille déchets. et la communication qu'on a fait aussi dans le Chanterelle Mag, qui est le magazine municipal. Les gens sont venus, donc on avait toujours une bonne dizaine de personnes. Et voilà, on en a fait aussi avec l'école Saint-Joseph, on en a fait 2 avec l'IME de Chantepie. Et l'idée cette année, après être passé en mode associatif, c'est de pouvoir aller un petit peu plus loin aussi dans ce qu'on propose. Et pour être très concret, on ramasse combien de kilos de déchets en 1h30 à 6 ou à 8, comme on le voyait à l'image à l'instant? À l'image, c'était sur la zone du Leroy-Merlin. Ouais. En moyenne, on fait, si on veut se figurer, 3 bonnes baignoires. Voilà, pour vous Qu'est-ce simplifier. que vous ramassez? On ramasse les mégots, ça c'est le premier, c'est le fléau. Plus on en cherche, plus on en trouve. Ensuite, on trouve tout ce qui est emballage plastique, chips, bonbons, petits jus emballage de fruits. de sucreries. Exactement. Et après, c'est tout ce qui va être bouteilles, canettes. Et après, en 4, on a les objets un peu insolites. Ça va être des trottinettes, des matelas, des sièges bébés, des meubles un peu abîmés, mais encore en état de fonctionnement. Donc, on ne s'ennuie pas. Et autour des mégots, justement, vous allez créer une véritable dynamique qui va presque dépasser le cadre de votre association, en fait. Oui, en fait, on a été contacté par une association qui s'appelle Mégo, qui est bretonne. Et en fait, comment on fonctionne, on leur donne tous les mégots qu'on récupère pendant nos balades. On a aussi un partenariat avec le bar La Pimuette et le bar de la Source, qui sont 2 bars du centre-ville, qui mettent de côté leurs mégots, on les récupère et on les amène à l'entreprise qui, alors elle est située à Brest, mais on a un local à Noyal-Châtillon-sur-Seiche et on fait le recyclage et on transforme ça en mobilier urbain. Et bien justement, nous avions fait un reportage sur cette entreprise, regardez. Design, mais surtout 100% recyclés. Des objets fabriqués dans une usine innovante, la seule à traiter ces déchets en France. Ce sont les mégots de cigarettes qui ont été acheminés sur notre site et qui vont dorénavant être triés puis dépollués. Des cigarettes ramassées dans les rues, collectées sur les plages. Depuis 2017, cette entreprise en a recyclé plus de 50 tonnes. Le tabac peut rapidement être récupéré pour en faire du compost, mais les mégots, eux, sont hautement toxiques. Leur dépollution se fait dans ces grandes cuves. C'est de l'eau de pluie qui va permettre, on va brasser et on va faire au fur et à mesure éjecter les polluants, dont la nicotine, les hydrocarbures, le formaldéhyde, tous les polluants en fait, qu'on retrouve dans la cigarette. Une fois propre, la fibre de mégot est compressée à haute température pour en faire des plaques de plastique. La base de futures assises et cendriers urbains. Si des dizaines de villes en France ont déjà passé commande, Landerneau a été la première. À la gare routière, plusieurs bancs fabriqués par l'entreprise attendent les usagers. Donc là, vous avez une assise, tout simplement, vous vous asseyez dessus, vous attendez votre bus, le bus arrive, vous repartez, et puis vous avez la satisfaction que vous êtes assis sur des milliers de cigarettes. Vendu 300 € environ aux collectivités, le maire en a installé à différents endroits de la ville.
C'est même grâce à cela que Landerneau a obtenu le label Zéro Mégot, une première en France. Dans un premier temps, on a voulu, dans un lieu symbolique et la gare, où on jette facilement sa dernière cigarette, faire en sorte que ce mobilier soit visible pour montrer, oui, le mégot finalement c'est une matière. Avec cette matière, on peut faire quelque chose. Mais pour le recycler, encore faut-il le collecter. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous-même? Oui, très bien. Ce cendrier mural est installé sur la façade de ce buraliste. Les agents municipaux passeront récupérer les mégots une fois par semaine, un service entièrement gratuit. En tant que buraliste, c'est vrai que c'est important aussi de retraiter les mégots que l'on vend. Et puis, pour la nature, on essaye de faire quelque chose, un petit plus. 70 cendriers ont déjà été installés dans les lieux les plus fréquentés de la ville, une démarche saluée par ses habitants. Pour l'hygiène, pour plus qu'il y ait de mégots qui traînent partout, pour plus qu'on rentre avec de la fumée dans le bar. Non, je trouve que c'est un très bon procédé. Là où j'en vois, je trouve qu'il n'y a pas trop de mégots par terre. Ça marche. Oui, il faut croire. L'entreprise espère pouvoir doubler le nombre de mobiliers urbains dans les prochaines semaines. Une urgence environnementale. Seuls 0,2% des mégots jetés dans la nature chaque année sont revalorisés. Voilà, ce reportage sur l'entreprise Mégot. C'est fascinant de voir ce que l'on peut faire avec des mégots, en fait. C'est un monde que vous avez découvert ou pas? Oui, en fait, ils nous ont contactés et puis ils nous ont présenté exactement ce qu'ils font. Ouais. Donc oui, on peut faire beaucoup de choses. Après, l'idéal, c'est de ne pas les jeter, quand même. Ce serait pas mal. De ne pas les jeter. Et on aimerait que ce système soit mis en place aussi au niveau de la commune. Et vous avez une prochaine date de ramassage prévue? Oui, alors c'est le 12 novembre avec le CCAS. Et dès samedi prochain, là, le 8 octobre, on fait un stand de sensibilisation, ce qu'on met en place aussi depuis cette année, où on va présenter les bons réflexes écologiques, le tri des déchets, et présenter des objets qu'on a récupérés dans la rue, soit encore en bon état, on les a juste retapés, ou alors qu'on a reconditionnés. Donc il y a siège bébé, chaise pour enfants, on va vendre ça pour 1 ou 2 euros, juste pour financer les goûters après les balades. Oui, puisqu'après les balades, il y a des petits goûters, des temps conviviaux. On va s'arrêter sur un tout autre univers à présent, parce que vous êtes assez calé sur l'histoire de Champy, Vincent Hubert, mais l'histoire n'est pas votre cœur de métier, puisque vous êtes maquettiste concepteur. Quel est le quotidien d'un maquettiste concepteur? C'est de faire des maquettes, mais pour les faire, comment on s'y prend? Alors, c'est un travail d'atelier. Ouais. C'est un travail relativement solitaire. Mais sans être seul pour autant. Ouais. C'est-à-dire en connexion avec, bien sûr, le client. Et on travaille dans un univers très très chargé. Hein. Voilà, c'est très chargé. C'est comme une grotte dans laquelle on concentre un maximum d'outillage, de machines, de technologies. Et c'est un métier qu'on invente. Ouais. Alors vous travaillez avec un certain nombre de musées, dont l'emblématique Espace des Sciences à Rennes. Vous avez travaillé donc pendant 1 an sur le cerveau. Alors on va voir le rendu final qui est assez joli, je trouve, presque féerique. Donc ça donne ça, 1 an après votre travail. C'est toujours beau, c'est toujours esthétique malgré tout, la maquette, dans le rendu en tout cas. Oui, il faut que ce soit esthétique pour attirer, pour que ce soit plaisant. Sur cette exposition cerveau, vous aviez aussi un scénographe qui a donné les orientations. Ce n'est pas seulement mon travail. Moi, j'ai travaillé sur les manipulations. Mais justement, on va regarder en détail. On va présenter à nos téléspectateurs une de vos installations. On va la voir à l'instant à l'image. Cette installation, par exemple, c'est quoi ? Racontez-nous. C'est une manipulation pour expliquer que notre cerveau n'est pas multitâche. Souvent, on essaye de faire plusieurs choses en même temps. Ça se passe plus ou moins bien. Si vous téléphonez au volant, par exemple, vous prenez des risques. Et en fait, ce dispositif, c'est sous forme de jeu, va vous inciter à maintenir des cadrans, des LED, à les maintenir dans une bonne position au moyen d'actionneurs, qui sont des boutons, des joysticks. Et la machine va accélérer, de façon à un moment donné à vous faire perdre les pédales et vous faire... vous rendre compte que vous n'êtes pas multitâche et que vous faites les choses les unes après les autres et jamais tout en même temps. Alors ça, c'est le produit fini. On va voir maintenant comment vous avez petit à petit conçu... donc ça ressemblait à ça, avant d'être terminé. Voilà, combien de temps vous avez mis à réaliser une telle maquette, par exemple ? Alors, c'est un peu difficile à dire parce que sur l'exposition cerveau, j'avais à peu près 14 dispositifs
de front. Ok. Donc du coup, il y a des dispositifs sur lesquels on avance assez vite, d'autres qui nous posent plus de problèmes techniques, d'autres sur lesquels il faut des validations. Voilà, donc. Mais je pense qu'il faut à peu près un mois de travail pour aller jusqu'au bout d'un dispositif comme ça, entre les étapes de validation, de concertation. Il y a pas mal d'électronique dedans. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, vous faites aussi appel à la 3D. C'est quelque chose qui a changé. Alors peut-être pour les téléspectateurs, entre ce que vous faisiez avant et ce que vous faites aujourd'hui, c'est quoi la différence? En fait, pour refaire un peu la jeunesse du métier de maquettiste, au départ, le maquettiste volume, il retranscrit en 3D des éléments qui sont en plan. Et la finalité, c'était surtout une aide à la décision pour les élus qui avaient besoin de se faire une idée, des élus qui n'étaient pas forcément formés à la lecture de plans, parce que pour vous faire une idée d'un volume, il vous faut un plan masse, une élévation, un plan de C'est plus concret, hein, en quelque sorte, avec la maquette, c'est ça? Voilà, c'est beaucoup plus concret, vous voyez tout de suite l'impact du volume dans l'environnement. Donc ça, c'est l'origine du métier de maquettiste. Alors évidemment, le numérique est passé par là. Au départ, on faisait tout à la main. Et maintenant, on passe systématiquement par une étape de modélisation 3D. Pourquoi? Parce que c'est une aide énorme à la décision et donc à la validation de votre client. Et ensuite, vous avez le plaisir, si je peux dire entre guillemets, de comparer le produit que vous avez sorti avec l'image que vous en aviez faite au départ. Et donc, la grande satisfaction, c'est que ce soit raccord. Et c'est plus rapide aussi? Avec la 3D ou pas? Oui, c'est plus rapide, mais le problème, c'est qu'on essaye de faire plus de choses. Donc au final, on n'y passe toujours dans le temps. On s'en sort pas forcément. Voilà. Et est-ce que vous étiez calé sur le domaine du cerveau avant de travailler sur cette thématique? Donc vous avez tout découvert aussi? Pas du tout. En fait, ce qui est intéressant aussi dans ce travail de maquettiste au service des musées, c'est que chaque exposition est sur un sujet différent. Et donc, automatiquement, on se nourrit de ce sujet et on n'en ressort jamais indemne. Donc moi, j'apprends énormément de choses au fil des expositions sur lesquelles je travaille. Et quels sont les univers insolites sur lesquels vous avez eu à travailler justement? Alors le cerveau, c'en est un déjà, mais en ce moment je travaille sur le verre, parce que l'année dernière c'était l'année internationale du verre, donc pour l'espace des sciences je sors une série de 6 manipulations sur le verre, mais j'ai travaillé sur énormément de choses, notamment sur le bord de mer, on a traité un peu le problème des déchets, j'ai travaillé sur l'eau, sur la forêt, sur... les édifices aussi, du bâti plein de choses, j'ai travaillé énormément sur le médiéval et le gallo-romain, sur des maquettes historiques, notamment pour l'abbaye d'Amby. Justement, que l'on voit. J'ai beaucoup travaillé pour le Conseil général de normes de la Manche, qui avait beaucoup de sites muséaux, donc que ce soit la maison de la baie du Mont-Saint-Michel ou Amby. J'ai beaucoup travaillé pour Terre de Sel, dont le métier c'est de produire du sel dans les salines de Guérande. Voilà, donc à chaque les univers sont riches et variés, c'est ce qui vous plaît. Ce qui est aussi, intéressant dans ce métier de maquettiste, c'est qu'il faut un spectre technique assez large, et c'est un petit peu ce que les clients viennent chercher. Il faut être aussi très créatif aussi. Très créatif et expert en rien. Alors pour la petite histoire, il vous est arrivé par un concours de circonstances d'avoir à maqueter votre commune, Chantepie. Racontez-nous, c'est assez extraordinaire quand même. Oui, il se trouve que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le site de la Touche à Net, comme on construisait une ville autour, il y avait besoin de maquettistes et je travaillais pour Territoire et pour la commune de Chantepie, j'ai fait les maquettes d'urbanisme du secteur sur lequel j'habitais. Alors, sensation, c'est un peu étrange quand même. Est-ce qu'on arrive à rester objectif? Alors, ce qui est un petit peu étrange, c'est quand on vous amène les plans et que vous découvrez la sauce à laquelle vous allez être mangé, en fait. C'est un petit peu ça. Donc, puis après, on fait son travail de maquettiste sur les plans, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Ce qui m'a le plus surpris, c'est quand j'ai fait la maquette de promotion de l'immeuble qui allait être juste à côté de chez moi et qui était quand même un peu haut et un peu près. Et donc, du coup, voilà, j'étais dans cette... On est tiraillé entre son travail et puis le citoyen qui va voir son immeuble. Voilà, c'est ça. On arrive bientôt au terme de cette émission. Si vous deviez m'emmener une journée à Chantepie, voilà, je m'invite chez vous un dimanche, mettons. Vincent Lapatrie, qu'est-ce qu'on fait? Tous les deux ensemble avec votre petite famille, évidemment. Si c'est une date prévue de ramassage, je vous emmène ramasser les déchets. Et sinon, je vous emmène en balade. Il y a un très beau circuit d'une dizaine de kilomètres qui présente toute la commune avec les voies vertes. Et voilà, quand il fait beau, c'est toujours agréable. C'est plutôt plat ou c'est un peu en pente? Non, ça va, c'est plat. Vincent Hubert, Moi, je vous emmène en dehors du bourg. Je vous emmène sur le territoire de Chantepie, dans la campagne, pour vous montrer le bâti rural qui est construit en terre, beaucoup, et qui est quand même assez intéressant. Il y a des églises, des vieilles maisons qui sont encore dans leur jus à Chantepie? Oui, quand on va un petit peu dans la campagne et qu'on va voir les anciennes fermes, il y a notamment un érudit qui s'appelait Jacques Bertonneau qui avait fait un petit livre qui ne doit plus être en publication maintenant sur tous les sites sur le territoire de Chantepie. Il y a beaucoup à dire sur la construction en terre dans le bassin rennais.
Allez, le dernier mot revient à Léa Bredotti. Ça fait quelques mois que vous découvrez cette commune. Qu'est-ce qui vous frappe au quotidien ? Eh ben, je trouve que c'est plutôt dynamique et attractif en fait comme commune. Je travaille du coup dans le centre-ville, dans le cœur du centre-ville, et c'est vraiment très animé. Le vendredi, il y a le marché, les commerces voilà, sont assez développés. Comme je disais, il y a une grande vie associative et puis voilà, pas mal de liens avec les autres services, le service éducation animation, la médiathèque. Il y a vraiment beaucoup de propositions et je suis assez étonnée et agréablement surprise de ça. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois de nous avoir fait partager votre Chant-de-Pie. Merci à vous qui nous suivez chaque matin sur France 3 Bretagne. Je vous souhaite une très belle journée et à demain. Say, dance for me, dance